D'autres nouvelles maintenant, on s'y attendait et c'est maintenant confirmé. Québec souhaite aller de l'avant avec un système léger sur rail comme mode de transport collectif pour le futur pont Champlain. Une solution propre, efficace, mais qui risque de s'avérer très coûteuse, comme nous rapporte Jean-Sébastien Cloutier. La mesure devait être temporaire. Pourtant, c'est comme c'est par la voie réservée aux autobus sur le pont Champlain depuis 1978. 4 décennies où la multiplication des voitures a progressivement rendu l'heure de pointe infernale sur le pont. C'est un beau vendredi pour les gens de la Rive-Sud. Le SLR est un mode de transport en commun urbain sur rail qui fonctionne à l'électricité. Et aussi parce qu'il pourra quadrupler le nombre d'usagers en transport collectif à l'heure de pointe sur le pont, 32 000 passagers à l'heure. Et il pourra intégrer dans ses wagons, sur ses sièges, l'augmentation du trafic nord-sud. Le gouvernement investit 28 millions de dollars dans la création d'un bureau de projet pour préparer le terrain. Un scénario déjà évoqué, proposer un tracé de la gare centrale de Montréal jusqu'au quartier 1030 à Brossard. Mais voici les seuls détails qu'on a accepté de donner. Le nombre de stations pour le SLR sera 7 stations, un tracé de 15 km, un temps de déplacement de 17 à 19 minutes. Tous les décideurs du Grand Montréal se frottent les mains. C'est difficile de ne pas vous dire, mais ça fait des années que la Rive-Sud n'a pas eu d'investissement. C'est clair que pour moi, on peut maintenant pas reculer. Il faut qu'on voit de l'avant et il faut qu'on trouve l'argent. Et il en faudra beaucoup. Une étude préliminaire avait estimé que le projet pourrait coûter jusqu'à 2 milliards de dollars. Aux yeux de Québec, Ottawa doit aider. La responsabilité du fédéral en termes de financement va sur le transport collectif et on n'a pas de raison d'être traité différemment parce que le fédéral, depuis 2004, a investi 4,3 milliards dans le reste du Canada en transport collectif. À Ottawa, le message n'a pas changé. Il n'y aura pas d'argent supplémentaire pour ce projet. Le fédéral pourra le financer, oui, mais seulement via les montants alloués au Québec dans le cadre du Programme national d'infrastructure. Une solution qui ne plaît pas tellement à Québec parce qu'elle enlèverait une bonne partie de l'argent disponible pour répondre aux nombreux autres besoins des municipalités de la province. Jean-Sébastien Cloutier, Radio-Canada, Montréal. Bonsoir Andrea. Bonsoir Véronique. Il y a des doutes qui planent sur le retour à l'équilibre budgétaire à Québec. Oui, en fait, Pauline Marois, la première ministre, a confirmé ce matin qu'elle a effectivement rencontré une douzaine d'hommes d'affaires lors d'une rencontre privée la semaine dernière et que lors de cette rencontre, elle a abordé plusieurs sujets, notamment le retour à l'équilibre budgétaire. Il faut comprendre qu'en ce moment, avec l'économie qui ralentit, on a vu encore aujourd'hui chute des exportations québécoises de 5 %. Il y a moins d'argent qui entre dans les coffres de Québec. Et dans ces circonstances, c'est plus difficile, évidemment, de joindre les deux bouts, si on veut, et d'atteindre l'équilibre zéro, le déficit zéro. Donc, avec ces hommes d'affaires, elle a discuté de la possibilité de repousser l'atteinte de l'objectif de l'équilibre budgétaire d'1 an si l'économie québécoise devait s'effondrer. Elle a dit que c'était un scénario hypothétique pour l'instant, qu'on mise toujours sur 2013-2014. On peut l'écouter. Nous sommes un gouvernement responsable, nous l'avons dit à plusieurs reprises. Il n'est pas question de revoir tout cela. Nos rentrées sont un peu moins bonnes que prévu. Le ministre des Finances l'a dit déjà il y a quelques semaines. Cependant, nous avons encore toutes les réserves qu'il faut pour nous assurer de combler l'écart quant à ces rentrées un peu moins bonnes. Donc, nous restons sur la cible du déficit, c'est-à-dire de l'équilibre budgétaire, donc pas de déficit budgétaire. Vous parlez d'un gros projet hydroélectrique qui verra le jour entre Montréal et New York. Exactement, oui, c'est un projet de 2,2 milliards qui vient d'obtenir le feu vert des autorités de la ville de New York. C'est un projet d'une ligne de transport d'électricité à haute tension, 1000 MW sur une distance d'à peu près 500 km pour relier justement Montréal et New York. La construction devrait démarrer l'an prochain, s'étirer jusqu'en 2017. Ça permettra de créer 300 emplois. Et l'objectif pour la ville de New York, c'est d'assurer un apport en énergie. Hydro-Québec pourrait fournir jusqu'à 75 % de l'électricité qui sera sur cette ligne. Ça pourrait fournir jusqu'à 10 % de l'énergie de la ville de New York. Et maintenant, Andréane, nous, on doit avouer qu'on a un petit peu perdu de vue ce qui s'est passé en bourse aujourd'hui, mais vous étiez là. C'est très grave parce que ça n'a pas été une séance rocambolesque. Ça a été plutôt
au calme. À la Bourse de Toronto, il y a eu des gains d'à peu près une soixantaine de points reprises dans le secteur aurifère, dans les métaux aussi. C'est la raison pour laquelle le TSX a grimpé. Petite hausse du côté des États-Unis. Je vous signale, SeaWorld, son entrée en bourse, hausse de 24% de l'action aujourd'hui. Boeing progresse de 2% en bourse parce qu'on a appris que les fameux 787 cloués au sol depuis 3 mois vont pouvoir recommencer à voler. Dollar canadien, on est toujours relativement stable à 97 cents américains et demi. Le pétrole aussi autour des 88 $ à New York. D'ailleurs, on va continuer de surveiller tout ça ce soir. On va également parler de critiques très vives contre la minière Barrick Gold qui a octroyé une prime à l'embauche à un de ses dirigeants et la Caisse de dépôt et placement servie à des investisseurs institutionnels pour la dénoncer. On va parler d'incubateurs d'entreprises à Montréal et des femmes sur les conseils d'administration de la Trinité. Monique Piron-Forget ce soir. On vous retrouve un peu plus tard. Merci beaucoup, Andréane. Au revoir. 160 professionnels, 16 bureaux, un seul cabinet. Ken Lamar Casgrain Wells, des avocats présents là où vous êtes, partout au Québec. Les résidents de l'hôpital Saint-Charles-Borromée se partageront 7 millions de dollars en dédommagement pour les mauvais traitements subis de 1995 à 2006. La direction de l'établissement reconnaît du bout des lèvres qu'il y a eu des mauvais traitements. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut maintenant tourner la page sur cette histoire vécue par les plus démunis de notre société. Benoît Chasson. Gisèle Allard est décédée sans avoir pu célébrer la victoire. Mais la travailleuse sociale qui a mené la bataille avec elle depuis le début n'a de pensée que pour elle. Si elle existe, comme dirait Hélène, il y a une fête. Il y a une grande fête. Des centaines de résidents ayant vécu au CHSLD Saint-Charles-Borromée de 1995 à 2006 se partageront 7 millions. Certains toucheront 25 000 $ en compensation pour les mauvais traitements et la mauvaise qualité des soins qu'ils ont subis durant 10 ans. Pour les résidents aussi, ça a été une charge émotive extrêmement importante. Et ça, avec le règlement, l'annonce du règlement de recours collectif, c'est cette page-là qui va se refermer définitivement. C'est une grande victoire pour les sans-voix, c'est une grande victoire pour les gens vulnérables. L'avocat des résidents a aussi obtenu que ceux qui touchent de l'aide sociale ne voient pas leurs prestations diminuer à cause des sommes reçues en compensation. Maître Ménard déplore l'obstruction systématique de la direction du CHSLD jusqu'en 2007. Tout ce qui pouvait se contester se contestait. Il reconnaît par contre qu'une partie du délai provient de ses propres demandes insistantes pour obtenir la preuve que la situation était bel et bien corrigée. On essaie de trouver des solutions pour les placer toujours dans un contexte favorable. La direction nous fait visiter un des pavillons du centre pour bien montrer que les choses ont changé. On nous assure que les soins sont maintenant centrés sur les besoins des patients. Celle-ci, en tout cas, ne se plaint pas. Comment vous trouvez que sont les soins ici? C'est très bien. Il n'y a pas de maltraitement. La directrice de l'hébergement veut qu'on regarde le présent, mais admet les torts du passé. Ils ont des qualités médiocres de certains services qui étaient donnés à cette époque-là. La direction n'a pu nous dire combien avait coûté en frais d'avocat ces 13 ans de poursuites judiciaires, sinon que la somme a été payée par le régime d'assurance du réseau de la santé. Benoît Giasson, Radio-Canada, Montréal. Bonsoir François. Bonsoir Véronique. On a de la suite dans les idées. Ce qui se passe à Brossard, ça a des répercussions sur le programme sportif. Oui, tout à fait. Les matchs des Blues et des Red Sox prévus en soirée ont été reportés. Les Blues qui devaient affronter les Penguins de Pittsburgh. Cette rencontre sera plutôt jouée demain à compter de 12h30 en espérant évidemment que l'état de siège qui sévit à Boston ait été levé. Les Penguins qui devaient jouer demain contre Buffalo se mesureront au sabre mardi soir. Et quant aux Red Sox, ils avaient rendez-vous avec les Royals de Kansas City ce soir au Fenway Park. On ne sait toujours pas quand ce match sera reprogrammé. Cela dit, l'attentat de lundi lors du marathon de Boston a des répercussions jusqu'à Londres. Il y aura 40% de policiers supplémentaires par rapport à l'an dernier qui seront déployés dimanche pour assurer la sécurité lors du marathon de Londres, où l'on attend plus de 36 000 coureurs et des centaines de milliers de spectateurs. Les concurrents qui ont été conviés à porter un brassard noir durant la course respecteront 1 minute de silence avant le départ en hommage aux morts et aux blessés de Boston. Évidemment, les
comprend d'être un petit peu plus craintif. Maintenant, congé d'entraînement pour le Canadien. Ben oui, au lendemain de sa victoire de 3-2 hier contre le Lightning, un petit repos pour la troupe de Michel Therrien avant de retrouver demain les Capitals de Washington et Alex Ovechkin qui est au plus fort de la course au trophée Maurice Richard. C'est un honneur qui est remis au meilleur buteur du calendrier régulier. Après un début de saison plutôt modeste, Ovechkin s'est éclaté au cours des 8 victoires de suite des Capitals, une séquence qui a pris fin hier à Ottawa après un revers de 3-1 contre les Sénateurs. Ovechkin occupe la tête des marqueurs avec 28 buts, un de mieux que Steven Stamkos du Lightning. Si cette course fait quand même jaser dans le vestiaire de l'équipe, le principal intéressé cherche plutôt à minimiser l'importance de cette quête. Le plus, c'est pas essayer, mais je galère cette regarde beaucoup de choses qui regarde beaucoup, donc ça va aller. Voilà, et ça ne s'annonce pas facile pour le Canadien de demain soir. Les Capitals qui ont remporté leurs 5 derniers matchs au Centre Bell et 8 de leur 10 derniers. Bien, merci beaucoup François. Au revoir.